La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui recommence son jingle plein de fois pour vous souhaiter une bonne fin d'année. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, le podcast qui a bientôt fêté ses 11 ou 12 ans, je ne sais plus, et qui est toujours aussi professionnel pour ses démarrages, parce que, comme il était prêt très en avance pour une fois, Audacity a décidé de bugger sur l'enregistrement. Mais ça marche, les jingles sont enregistrés, vous nous entendez, je suis One A Pied, et comme à l'accoutumée, je vais vous présenter ce fantastique podcast qui va vous parler de bande dessinée. Et pour ça, je suis accompagné de celui qui nous a manqué pendant tout ce temps, vous n'avez pas pu l'entendre, Thio. Salut Thio. Ah ouais. Comment vas-tu ? Eh oui, ça faisait au moins un petit mois que j'étais pas là. 2-3 semaines que les gens n'ont pas entendu sur le flux normal. Ouais. Voilà. Pierrick, je t'emmerde. Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais qui a dit ça ? Tu devrais vérifier la technique, il y a des voix. Ah ouais. Il y a un fantôme ici, non ? Et Tizak qui est de retour. Salut Tizak, ça va depuis le temps ? Hello, I'm back. Ouais, il était temps que les vrais podcasteurs reviennent pour remplacer ces gens qui ont essayé de prendre ta place dans ton absence. Je m'inquiète pas vraiment. Tu t'inquiètes pas ? Non, l'humour, ça s'improvise pas. Désolé, Allez. Voilà. Au programme de cet épisode 221, nous allons vous faire les Combien ? chroniques. Ouais, 221. Mais on est rémunéré pour ça ? Non, pas du tout. De Nelly Merde. Bly, si, les tipeurs quand même. Merci de les Nelly tipeurs. Bly, de l'intégrale des Épées de Verre. Nous parlerons aussi du tome 3 de Zorglub, Lady Z, et du Cher Becky de The Boys, un petit hors-série, avant de finir par un petit crowdfunding que vous a concocté Thio, et nous verrons s'il est encore sous le charme de ce jingle que je lui ai créé maintenant il y a quelques émissions. Excusez-moi, il y a eu une réforme, on dit Zorglub ? J'ai toujours dit Zorglub. Tu as toujours dit Zorglub ? J'ai toujours dit Zorglub. Toujours depuis 20h42 ou Ouais, je vais peut-être. Excusez-moi, mais... Je vais plus soir. Je vais plus soir peut-être parce qu'il me semble que peut-être que tu as dit autre chose. Non, mais l'Académie française a posé un truc. Bon, je dirais qu'avant tes remarques désobligeantes, je noterai celle de Chevaude qui dit c'est plus de la rémunération à ce niveau, c'est de la charité. Merci beaucoup pour ton tip. Oui, alors... tu vois, tu étais petit joueur, là. D'habitude, tu étais beaucoup plus méchant. Non, mais voilà. T'as pas été assez incisif. Tu étais battu à plat de couture. Mais c'est-à-dire que c'est tellement facile et j'ai envie de te dire merci Chevonne de nous faire mal. ça fait du bien. Je sais pas par contre si c'est déductible des impôts pour toi. Hein ? Voilà, tout ça. Allez. Bref, quoi qu'il en soit, on va tout de suite, je pense, commencer par nos chroniques parce que ça fait trop longtemps qu'on dit des conneries. Nelly Bly, une bande dessinée de Virginie Aulagnier et Carole Morel chez Glénat pour 22 €. Dans la collection Karma, monsieur. Oui, collection Karma. Mais de quoi que ça nous parle ? Tu as dit le prix aussi ? Oui, 22 €. Ah, c'est bien, bravo. Je suis très bon. Je me rattrape. Donc, comme l'annonce le sous-titre Nelly Bly dans l'antre de la folie, nous sommes bien évidemment dans un épisode de Cthulhu où nous allons rencontrer forcément... Il y a des tentacules. Hein. Il y a un tentacule avec un peu poulpesque comme ça qui est derrière et on pourrait croire que c'est ça. Mais en fait, non, pas du tout. L'antre de la folie, en fait, c'est les asiles. Les asiles. Les asiles. Tout à fait, t'as le droit. Les asiles. Oui, mais ça me choque quand même. Ouais, ça te choque. Et ou les assassins. Donc, on va en fait suivre la première journaliste d'investigation qui va aller justement dans un asile pour voir comment ça se passe, pour pouvoir témoigner et pouvoir faire changer les choses. Donc, on est sur le premier reporter, quoi. Le grand reporter qui mène l'investigation de terrain. En sous-marin et elle joue très très bien la folle. Tu valides le truc ? Oui, elle prend surtout cher dans sa gueule. Bon, disons que oui, visiblement, c'est pas un camp de vacances. Le petit asile à l'époque, c'est l'asile de Blackwell, qui est une île au large de New York, je crois. Qu'est-ce que c'est dit ? Pardon, Chevonne dit qu'elle a du mal à dire que c'est un tentacule, que ça compute pas dans son cerveau. Ah ben oui, voilà. Un tentacule. Ça, c'est la classe, Mathieu, de l'avoir sorti naturellement comme ça. Ouais, sans y penser, tu vois. Ouais, moi, je le mets au pluriel, comme ça, je n'y pense pas. Et c'est une dragée aussi. Oui, aussi. Voilà, c'est une dragée surprise. Et sinon, c'est un après-midi ou une après-midi, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, voilà. Mais une dragée surprise de l'article. C'est bon, on lance le départ réforme de la langue française. Voilà.
Ah oui, mais c'est les trucs à la con que les enfants doivent apprendre et que toi, du coup, tu ne dois pas te tromper parce que même des fois, tu dis un dragée. Et Nelly Bly dans tout ça. Et Nelly Qu'est-ce Bly qu'elle dans en tout ça, pense? eh ben, elle avait pas de problème de Est-ce dragée qu'on dit un Nelly Bly ou une Nelly Bly? parce qu'elle aurait pu avoir des problèmes de dragée si elle avait eu des médicaments à prendre. Parce qu'à l'époque, on n'a pas de médicaments. La technique, c'est un petit peu la méthode. Voilà, un peu violente, quoi. Des douches Tu as mal au froides. pied? T'inquiète, un électrochoc. Voilà, électrochoc. Tu as mal au doigt? Ah bah, une petite trépanation. Voilà, c'est ça. Et une saignée, peut-être. On pourrait presque revenir à ça. Ouais, et, la un, saignée. et un petit lavement au cas où. Mais c'est dans le doute. La saignée, c'est le truc de base. Tu sais, c'est comme quand tu rentres en boîte, t'as droit à un verre, c'est pareil. Ouais. Et voilà. Bon. Ce qui était, je trouve, très intéressant moi, dans ce bouquin, alors, au niveau du dessin, c'est un dessin qui est. Alors, je vous avoue que là, j'ai même pas eu le temps de le revoir parce que j'étais à une bonne place tout à l'heure pour avoir les bouquins, on me l'a pas rouvert, mais bon, ça c'est autre chose. Mais Alors, C'est vraiment le début d'émission de merde. Je pense que si je dois mettre une Oh là émission là, modèle, c'est ce une sera pas honte. celle-là. c'est une Poursuivons. honte. C'est une Non. honte. moi, C'est honteux, Mathieu. j'ai beaucoup aimé le dessin. Au niveau des colorisations, c'est très sympa parce qu'on a vraiment des couleurs, je trouve, qui se mêlent à l'ambiance que tu peux avoir dans cette espèce de truc un peu blafard, un peu cafard, enfin une atmosphère voilà qui est morose, qui te donne vraiment pas envie et un bon dessin et je trouve un scénario qui est vraiment génial parce qu'en fait au départ si vous ne lisez pas le 4e de couve, que vous ne connaissez pas l'histoire, vous suivez en fait vraiment l'aventure de une Nelly Bly en fait est folle et elle rentre à l'asile et sans savoir qu'elle est journaliste au début. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien mené. Donc je suis désolé, je vous ai un peu spoilé déjà le truc. Oui, mais d'un autre côté, on n'aurait pas l'intérêt d'aller vers cette BD sans le savoir. C'est difficile de pas spoiler. Et mais vraiment, c'est super pertinent. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à la fin, tu as une petite discussion avec les autrices de la BD. Ils font ça dans tous les karmas. Ouais, et qui expliquent en fait pourquoi est-ce qu'ils sont venus sur ce projet, qu'elles connaissaient déjà Nelly Bly. Enfin, vraiment un bon bouquin, très sympa. Très sympa. Ça reste une très bonne collection, je trouve, globalement, parce qu'on a lu d'autres, on a lu Radium Girls, tout à fait. entre autres, qui s'attachent à des destins de femmes. Salut à Zertov, non, tu es presque pas en retard, vu qu'on est, nous, totalement en retard. On est totalement d'accord, désolé. Voilà, bref... Oui, c'est une bonne collection qui marche bien, qui donne des destins de femmes dont on n'a pas forcément entendu parler, qui ont une certaine importance. Enfin, effectivement, Nelly Bly, à l'époque, s'imposait en tant que journaliste, en tant que... Déjà, à la base, c'est pas évident, en tant que journaliste d'investigation, qui était un métier qui n'existait pas vraiment totalement, même chez les hommes, en fait, le journaliste d'investigation. Je veux dire, on était plus journaliste mondain qu'autre chose à l'époque. Oui. Le gars qui allait s'intégrer dans le truc sur le terrain, peut-être quelques journalistes de guerre devaient le faire, mais c'était pas non plus... Le principe de remettre en cause l'État de manière générale, de toute façon, c'était tout de suite un bolchevique révolutionnaire. Enfin... Pas à l'époque, c'était pas encore le cas, mais... c'est vrai. Mais en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as vraiment la place de la femme, parce que dans les cas de personnes qui sont en fait dans l'asile, tu en as qui sont parce qu'elles ont eu des très gros problèmes dans leur vie et qu'elles sont voilà, entre guillemets pleines de mélancolie, de tristesse, donc elles sont à l'asile. Il y en a qui jouent pas le rôle de femme, donc du coup elles sont à l'asile. Enfin, on peut avoir, tout le monde pouvait envoyer sa femme à l'époque à l'asile pour quasiment récupérer l'héritage, voilà, ou la pension, juste s'en débarrasser gentiment, quoi. C'est ça, mais c'est là que tu dis... souvent elle est pas bien, elle a mal à la tête, je pense qu'elle a besoin d'un petit peu de repos. C'était le bon temps. Ah bah écoute. Ok, eh bien écoute, sur ce, tu as droit à ton petit macaron dégage. Non, franchement, c'est une excellente bande dessinée. Moi, j'ai pris un excellent moment. Et puis, j'ai trouvé aussi cette approche graphique de cette façon de montrer la folie, de jouer sur ce côté tentaculesque, cthulhuesque, parce que c'est tout de suite à ça qu'on pense dès qu'on voit des tentacules, même si là, c'est clairement pas le sujet. C'est pas le sujet. Sur ces destins de femmes qu'on croise, on en croise des tonnes avec toutes des pathologies plus ou moins réelles, ou qui sont apparues parce qu'elles étaient dans cet environnement-là. C'est vraiment une très très bonne BD. J'ai passé un bon moment, je ne saurais que la recommander. Je suis le cul entre deux chaises pour un coup de cœur. J'avoue que je me laisserai facilement convaincre. Ouais. Alors moi je l'ai pas encore parlé jusqu'à présent. Moi j'étais un petit peu embêté par le manque d'émotion forte. On retranscrit beaucoup les événements, il y a un petit peu d'émotion qui transparaît, mais je trouve que on ressent pas assez l'inquiétude,
Voilà, ça manque de noirceur, on va dire, ça manque de choses comme ça. Ça fait le job pour nous donner les informations et nous donner des photographies de ce qui se passait à cette époque-là. Je trouve que ça manque d'émotionnel dans tout ça. Voilà. Donc, personnellement, je suis désolé, mais le coup de cœur ne passe pas. Comment ça manque d'émotion? Ça manque d'émotion. C'est un peu trop parce que, journalistique et froid, tu trouves? Ouais. Je trouve que Nelly Bly, elle se retrouve quand même enfermée, avec le risque de ne pas pouvoir sortir. Elle voit des choses absolument atroces. Et elle reste, elle se sent moins touchée, elle reste relativement froide et distante, alors qu'elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas en train d'enquêter à l'extérieur, elle est à l'intérieur et elle peut être inquiétée par tout ce qui se passe. Elle a elle-même subi un petit peu des bricoles, mais en tout cas de ce qui est montré. Il s'est passé plein d'autres choses, je suppose, mais pour moi, ça manque de... peut-être ça manque de pathos. Ouais, mais en même temps, c'est logique aussi, parce qu'elle est là pour faire du journalisme d'investigation, donc elle est vraiment sur le factuel. Ouais, mais quand tu te retrouves enfermé entre quatre murs, faut pas oublier la condition de la femme à ce moment-là. Tu peux pas être totalement sûr qu'on arrive à te faire sortir de là-dedans, quoi. Donc, elle avait le bras long, mais elle avait le tentacule très long. C'était ça, ouais, c'était facile. Donc voilà, c'est cette partie-là que j'ai trouvé un petit peu dommage. Ça aurait peut-être été plus immersif. Voilà. Ouais, mais je pense que justement, c'est un petit peu dû justement au journalisme. C'est qu'on essaye d'être vraiment sur les faits. Ouais, et pas sur le pathos pour que justement tu prennes vraiment ton jugement par rapport à des faits. Je rejoindrais Thio là-dessus. C'est pour ça que du coup, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on est séparés sur la table. C'est le fond et la forme. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de sentiment. Et c'est normal qu'il n'y en ait pas. Je suis sûr que ça peut te manquer, mais... Moi, ça manque. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, je pense que tu es passé vraiment à côté du truc. Allez, Chevaude nous dit qu'elle a quand même eu du mal à galérer à sortir. Mais bon, après, à sortir de l'asile, oui, c'était pas une évidence. Y rentrer n'était pas très compliqué, en sortir n'était pas évident. Voilà, pour moi, ça manque de cette introspection-là, et de ce regard sur elle-même, et Ouais, là, on nous décrit tout ce qui se passe, et effectivement, Nelly Bly nous décrit tout ce qui se passe autour d'elle, machine qui fait ça, bidule qui fait ça, très bien, super. Maintenant, elle vit ça, et on n'a pas cette information-là là-dedans, et on n'a pas ce ressenti-là, et je trouve que ça manque. Voilà. Mais ça ne reste que mon avis, Mathieu. Ouais, mais alors après, pour terminer juste, c'est que c'est exactement... Je te laisse les derniers mots. Non, mais c'est ce que font en fait beaucoup de journalistes d'investigation, c'est qu'ils vont être vraiment sur ce que eux ont vu, mais pas sur ce qu'ils ont ressenti. Ils vont essayer de te présenter juste des informations, des preuves. Oui, mais ça, c'est ce qu'on te présente. Mais là, on est sur un versant un petit peu plus biographique. Eh oui, et voilà. Non, pas biographique, parce que j'ai pas su ce qu'elle a mangé le lundi avant d'entrer à l'asile. Bien, je crois que nous sommes en train de partir sur un concours de mauvaise foi. Je pense qu'on va arrêter ce concours de mauvaise foi. C'est mon rôle de lead, de host, je crois que c'est le terme officiel. Donc Nelly Bly de Virginie Olanier au scénario et de Carole Morel au dessin et à la couleur, chez Glénat pour 22 €. Et contrairement à ce que tout le monde peut dire, ça claque. Merde, bordel. Nous allons maintenant parler d'autre chose. Nous allons parler des épées de verre. Une intégrale par Sylviane Corgia au scénario et Laura Zuccheri au dessin et au scénario. J'ai eu les humanoïdes associés pour 39,95 €. Vas-y, donc les épées de verre. Ah ouais, il va falloir... Bon, ok. Alors, je vais mettre tout de suite un coup de cœur. Comme ça, sans pitch, sans rien. Comme moi, ça, c'est fait sans pitch. Mais de quoi que ça nous parle donc? Alors, les épées de verre, donc c'est une intégrale de 4 tomes. Scénarisé par Sylviane Corgia et au dessin et à la couleur Laura Zuccheri, qui est donc une italienne. Pour le dernier tome, elle s'est fait aider pour la couleur par Silvia Fabri, mais qui est restée dans la même veine. Alors, de quoi que c'est-il que ça nous parle? On a une épée qui tombe du ciel. En réalité, il y a 4 boules de feu qui tombent du ciel et qui viennent se ficher dans 4 endroits totalement paisibles sur la planète. L'une d'elles tombe à côté du village d'une petite Yama, dont les parents s'appellent Achar et Arc-en-Ciel. Oui, la maman s'appelle Arc-en-Ciel. Voilà, on n'est pas chez les petits poneys, mais quand même. Le chef du village, Achar, se rend avec tout un petit attroupement de villageois à l'endroit de l'impact, et en fait, l'objet est tombé sur leur roche sacrée. Le problème, c'est que l'épée, elle s'est bien plantée là-dedans et elle a tout transformé en verre. Donc toute la roche sacrée s'est transformée en verre.
Donc certains disent que c'est un bon présage, d'autres disent que à l'inverse c'est une catastrophe. Donc voilà, et donc les discussions vont bon train, et à ce moment-là, le tyran du coin, qui s'appelle Orland, débarque avec sa petite troupe, ses petits soldats qui sont tous en magnifique armure, machin, de belles montures, hop hop hop. On est un peu à l'ancienne, et lorsque l'un des soldats essaye de s'emparer de l'épée, puisque Orland, dans son grand courage, n'y va pas lui-même, hein, bien sûr, il envoie un de ses sous-fifres, le petit sous-fifre se transforme lui aussi en magnifique figurine de cristal d'arc. Et bon, ça énerve un tout petit peu le monsieur Orland. Donc il décide de récupérer tout ce qu'il peut, les impôts, les vivres, et puis tant qu'à faire aussi la femme du chef, hein, histoire de montrer que c'est lui le chef en fait, et qu'il prend ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Bien évidemment, bon, le chef est pas tout à fait d'accord, c'est quand même une grosse bestiole le père, hein, voilà. Même s'il est soumis par le tyran local, c'est quand même une grosse masse. Avec la mâchoire de mon papa. Notamment. Et donc voilà, bref, le problème c'est que comme tout le monde a plus peur du Orland que du chef du village, il décide dans un grand élan de générosité de sacrifier Arc-en-Ciel et de dire bon bah les oranges, les dattes, le palmier et Arc-en-Ciel, vous partez avec Orland. Voilà, c'est parti. Bon, bien évidemment, tout ça crée un tout petit peu d'énervement et de colère chez la petite Yama, et c'est Yama qui va devenir l'héroïne principale de l'ensemble de cette intégrale. Et donc on va être là à partir de maintenant sur une quête initiatique. Donc cette petite fille s'en va, veut absolument se venger. Elle va rencontrer un ancien vieux guerrier, l'équivalent d'Obi-Wan Kenobi, perdu dans la pampa avec des vaches et des avec carottes. La tête de Mel Gibson et la coupe. Et la coupe. Arrête. Putain, tu m'as enlevé une partie de mon truc, merde. Ah, pardon, je te laisse les blagues. Tu vois, j'ai une blague d'avance. Vas-y. Arrête. Et le mec, au départ, pensait dire qu'il était trop vieux pour ses conneries, mais en fait, il y retourne. Voilà. Hein, on n'était pas loin. C'est la tête de Mel Gibson et la coupe de MacGyver. On est pas mal. On est pas mal. Et donc voilà, bref, on est donc dans du medieval fantasy à fond. Pour autant, c'est pas du tout un graphisme à la Landfust. C'est beaucoup plus chiadé, beaucoup plus léché. Qu'est-ce que vous fabriquez ? On lit le chat en même temps. Il y a Randall qui dit beaucoup de conneries, ça nous fait rire. Mais Randall, qu'est-ce que tu racontes ? On y reviendra. Vas-y, continue. On commentera les blagues de Randall quand tu. François Hollande. On essaie de pas te couper sur ta lancée. Ah là là. Oui, tu vois, justement, monsieur Randall, je suis complètement d'accord avec toi. Les bestioles de Léo, ça faisait partie de ma chronique. C'est un truc de fou. Hein. T'as mis en route le minuteur au fait parce que Oui, Et donc, oui, mais c'est pour une intégrale. Et puis je raconte des conneries au passage. Donc on se retrouve dans un classique médiéval fantasy, mais avec un bestiaire assez intéressant, assez riche. On retrouve du coup du monde d'Aldébaran, effectivement, là-dedans. C'est peut-être ce qui est peut-être le plus intéressant. Le scénario est bien, mais classique. On n'a pas d'énormes surprises. Par contre, c'est suffisamment rythmé entre chaque tome, on avance suffisamment bien et on est à chaque fois dans de nouveaux lieux avec de nouvelles problématiques. Et les problématiques sont adultes et non pas adolescentes. Donc voilà, moi j'aime bien le scénario de ce point de vue-là parce qu'effectivement, on avance à pas de géant entre deux bouquins. Et par contre, c'est le dessin qui porte tout ça. Donc, je trouve que vraiment le dessin est une franche réussite, alors que le bouquin ne date pas d'hier et demi. Le premier tome date de 2009, le dernier est sorti en 2014. Donc voilà, ça aurait pu beaucoup plus mal vieillir que ça. Et de mon point de vue, c'est une très bonne idée. On est à l'approche de Noël. Si vous cherchez de l'heroic fantasy, qui est une valeur sûre, c'est une intégrale. Vous avez 4 tomes, c'est dans un budget raisonnable. Vous pouvez y aller. Thio, à toi la parole. De suite. Tu veux que je la prenne tout de suite ? J'enchaîne. Hein, si Vas-y, sois chose, après je rebondirai bon, sur toi. alors clairement, niveau graphique, c'est très réussi, même si je trouve que les visages sont trop figés, que les personnages se baladent tous avec la bouche à moitié ouverte où on voit leurs dents, non-stop. Voilà. Ils sont toujours comme ça. Non. Alors, tu vois, quand on est en podcast, tu peux le faire. Quand on a la caméra, tu le fais pas. Oui, mais voilà. Mais c'est un peu ça. Que, les designs des costumes sont intéressants, mais marchent pas. Il y a quelque chose. Les designs des créatures aussi, on reconnaît ce côté Léo. J'ai jamais trop aimé Léo aussi à la base. Hein. Même si je crois que j'ai fait que le feuilleter pour te dire à quel point je n'ai pas osé le lire. Bref. Mais surtout une intrigue d'heroic fantasy, mais d'une faiblardise. Vous devez retrouver les 4 épées magiques pour sauver l'univers. Il n'y a pas de SA4. Oui, mais si, parce que dans les trucs, quand j'étais ado, il y en avait un. J'étais nul à l'époque. Ouais, bref, c'est parce qu'ils sont contents. Parce qu'à la fin de qui il y a un Z, tu te rappelles toujours. Qu'ils sont contents. Qui sont contents. Et j'ai été
grandement déçu, c'est-à-dire que je reconnais certaines valeurs, mais il y a des trucs, oh là là, je tombe amoureuse du gars qui est derrière moi, enfin qui s'occupe de moi, la vengeance qui me met en colère, mais qui est pas traitée. Il y a rien de neuf en fait, il y a rien d'original dans cette histoire, et que tu dis que c'est un peu vieux, mais on est en 2009 quoi. 2009, des histoires on doit retrouver, je veux dire, dans Musclor, quoi, Skeletor et Musclor, ils avaient des demi-épées chacun, que si tu les mélangeais, ça donnait un super pouvoir. On parle des années 80. C'est. Voilà, bref. Vraiment super intéressé, vraiment super intéressé par le design des personnages, mais très déçu par l'intrigue globalement, et puis aussi ces visages un peu figés, et ce manque de dynamisme, et ce côté trop à l'ancienne du trait pour de l'heroic fantasy. Voilà, c'est ma grosse déception. Thio. Alors, du coup, tu es d'accord pour le coup de cœur? Tout à fait. Thio. Alors, pour le dessin, en fait, je validerai le coup de cœur, tu vois, parce que même si c'est... Moi, je trouve ça vraiment bien au niveau du dessin, mais je trouve que oui, effectivement, quand tu disais, ouais, c'est bien, mais je pense que on pourrait dire pour le scénario, c'est bien, mais pas top. Voilà, tu vois, c'est... Oui, j'en conviens tout à fait. Voilà, parce que je t'avoue que quand Yama, comme Yamaha, mais Yama. Comme Yama, elle se retrouve là avec l'autre dans sa grotte, un peu à la Obi-Wan Kenobi, qui est le maître d'armes. J'étais là, je me suis dit, non mais sérieux quoi. Enfin. En 2009, c'était sorti Star Wars. Star Wars, c'était un peu sorti quoi. Donc. Et puis la chute, et puis un peu duc quoi. Non, non, moi je veux même pas. Je veux pas spoiler, mais je te dis juste qu'elle est plus duc. Non, j'ai trouvé que le scénario était un petit peu trop entendu. Voilà. Alors. Mais je reviens sur ce que je termine, c'est quand même une bonne quête. C'est un bon médiéval fantastique. Et ça ne tient qu'en 4 tomes, contrairement à beaucoup d'autres choses d'Heroic Fantasy. Tu parles de Landfall 2-3 qui est un tome 9 désormais. On y reviendra aussi. Je ne parlerai absolument pas de ça. Mais voilà, disons que si vous voulez proposer autre chose que des choses où vous ne savez pas forcément si ça va se terminer, s'il y a 35 spin-offs et que en fait, pour avoir l'intégrale, il faut dépenser 8 000 €. Tu chopes un cal. Voilà, c'est ça. C'est accessible à tout le monde, effectivement. Oui. Donc voilà, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que voilà, vous avez un choix de dessin et oui, moi, Randall, les analyses de BD de pied, la fin elle pue du cul. Et je pense encore, je pense qu'il va peut-être raccourcir parce que bientôt il nous dit elle puduc, tu vois, pour pas finir par. Ouais. Elle puduc. Oh, Mister Von Puduc. Donc, les épées de verre. Bien, mais pas top. Je pense que classique. Bien, mais pas top. Ouais, Mathieu a bien résumé. Par contre, voilà, pour le dessin, c'est très bien. Si vous cherchez pour une première approche et pas tomber dans du Landfust, c'est une valeur sûre. Voilà. Notons aussi la qualité de l'édition qui nous propose un superbe coffret cartonné. Absolument. Un superbe intégral cartonné. Ce qui nous fait, j'ai mesuré 1,2 mm de papier pour 1,5 cm, enfin 1,2 cm de papier pour 1,5 cm de carton, ce qui est un rapport qualité-prix en termes de lecture vraiment idéal. Non, mais attendez, juste... il n'y a pas que ça comme non, sur mais, ce papier. Attends, il n'y a pas que ça sur ce papier. Il y a des choses non, mais il a vraiment mesuré les rapports, quoi. Il y a 1,2 cm de papier pour 1,5 cm de carton. Attends, excuse-moi. Du coup, tu valides le coup de cœur. Putain, je suis avec des fous furieux, quoi. Putain, bon, mais les gars, on a notre premier coup de cœur, c'est cool. Les épées de verre chez les Humanos. Chez les Humanos. Pour la modique somme de carton et demi. 39,95 €. Mais il y a un koala, c'est déjà ça qui est sympa sur la couverture. Ouais, la couverture, elle est mignonne. Merci Randall de remercier mon analyse imprimerie. Voilà, je vais juste pour revenir sur ce sujet-là, c'est pour ça que j'aimais bien quand il nous faisait des fascicules souples pour les comics plutôt que de nous faire du cartonné, parce que je rentrais beaucoup plus de BD dans ma librairie. Tu comptes intégrer le cartonisme au wokisme ou pas Mais je compte surtout intégrer le fait que nous avons des tipeurs, et certains sont parmi nous ce soir. Des tipeurs de qualité. Tipeee, c'est un site sur lequel vous pouvez laisser une modique somme, celle que vous voulez, et même mettre un maximum par mois si vraiment vous voulez pas nous donner trop. Mais vous pouvez par exemple nous offrir un café. Si vous nous offrez un café sur les Champs-Élysées, c'est encore mieux. Ouais, mais là, prendre le train en ce moment, c'est compliqué. Voilà. Oui, non, mais je parle par rapport à la somme qu'ils nous laissent.
C'est encore mieux, mais ça nous permet de nous acheter du matériel, nous acheter parfois quelques bandes dessinées quand on n'a pas réussi à avoir celles qu'on voulait en SP ou qui nous manquent quand des il n'y a bouts. plus de PS5, du coup on se rabat, on prend des BD. Quoi. Voilà, de nous payer de temps en temps des bières, mais surtout un super Stream Deck qu'on attend avec impatience. Oui. Ah, Il ça y faut- est, tu l'as commandé? Non, il faut que le comptable il fasse la commande. Oh les boulets. Non, c'est pas un boulet, c'est que... Ça fait un mois que ça dure cette histoire. Non, c'est pas que ça fait un mois, c'est juste que ça a été validé par le président et par le comptable. Il faut que le comptable en fait fasse la commande, c'est tout. Voilà, donc bref, on remercie Chevon, Warlof, Tot, Stéphane, Cobal et Boob. Ouais. Hein voilà. Parce que Si nous donner des sous à chaque émission, voire mensuellement, ne vous convient pas, sachez que vous pouvez toujours nous soutenir en cliquant sur les liens de couverture sur lavoidesbulles.fr, sur lesquels ça vous amènera sur Bubble, qui vous permet de commander chez votre libraire ou directement chez eux si vous voulez vous faire livrer. Ce qui est plutôt une très bonne chose. Parce que ça vous rapporte à un quelle petit heure peu le libraire? T'avais pris quoi avant le livreur? C'est Deliveroo? Voilà. Et Azertov nous offre un café-bière si on vient à Podren, mais je t'avoue que les déplacements en ce moment, c'est pas la teuf. Et que, Franchement, Puren, c'est sympa. on n'est pas loin Mais cet on va- été. on va y n'est passer, pas ça. loin cet été. On Je sais peut y pas. passer. Alors, Azertov, franchement, si tu changes la date, ils peuvent être là. Première semaine de juillet, on est à Concarneau, donc c'est T'es faisable. pas censé être en poste? Ah, pardon. Pas le 8 juillet. Ah, pardon. Et on enchaîne. Merci en tout cas à tous nos tipeurs encore et toujours. Excusez-moi, on peut mettre un coup de cœur au tipeur? Oui, totalement. Oh, Ça, on valide tous. Oh, c'est beau ça. Nous allons donc parler maintenant de Zorglub Lady Z. Alors, une bande dessinée de... C'est quoi le nom? Le titre, c'est quoi? Lady Z, Zorglub. Ah, pardon. J'ai toujours dit Zorglub, alors je vous emmerde. Et puis de toute façon, si on devait écouter l'auteur, lui, il dit Zorglub. Donc, José Luis Munuera. On est dans Ocean's 12, tu sais. Voilà, et oui, non mais vraiment, hein, ma fille a fait une interview de Munuera il n'y a pas longtemps, et il dit Zorglub. Et il dit qu'il a mis des cèdes un peu partout. C'est pour ça qu'un de ses personnages, pour changer, il a appelé Cédric. Pour que... Ah, c'est les feux de mots. Et bon, Ouais. bref, c'est vrai que j'imagine que pour les Espagnols, c'est pas évident. Les couleurs sont par Cédia, c'est chez Dupuis, ça coûte 10,95 €, et c'est le 3e tome de cette série. Le génial et maladroitement maléfique Zorglub a trouvé le moyen de créer des clones. Sauf que ceux-ci sont très instables et s'autodétruisent au bout de quelques minutes, heures de temps aléatoire. Il tente d'améliorer le procédé. Alors il crée plein d'exemplaires de lui-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dont Lady Z. Une version féminine qui partage son intelligence et son machiavélisme. Et ça C'est va son lui être- côté féminin, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça va lui être super bien utile parce que il y a un mafieux à qui il a vendu un Elvis foireux. Qui aimerait bien récupérer un peu sa thune et qui lui en veut. Bref, s'enchaînent de nombreuses péripéties avec de l'action, de l'humour, de la violence, et c'est pas mal. Pour le scénar, c'est de l'action. Ça court, ça explose, ça frappe dans tous les sens. On voit vraiment les coulisses du savant fou qui tente de mettre à profit des ressources scientifiques à la hauteur de son énorme intelligence, mais qui sont malheureusement mises à mal par son ego démesuré, une estimation des conséquences désastreuses. Le mec, il n'a aucune vision de l'avenir et de ce qu'il veut faire va produire. C'est un anti-James Bond dans le ton, c'est un peu efficace. D'ailleurs, on a une première scène qui fait très scène d'ouverture à la James Bond, je trouve. Très action, où quand il va voler le truc, machin chose. C'est plein d'humour, c'est bourré de clins d'œil, il y a de l'action dans tous les sens, et franchement, ça marche pas mal. Et c'est très très bien servi par Munuera, qui mène à la perfection son récit. Il a un trait vif, qui est exagéré, qui en fait des tonnes. Ça sort des cases, ça explose le gaufrier, ça explose la rétine. Vraiment, je trouve que... il a amené le personnage dans le 21e siècle, ça pète, ça en jette pas mal. C'est une série plutôt efficace qui manque juste un petit peu d'ambition dans le fond. Maintenant la question c'est, est-ce que les contraintes éditoriales feront pas que ça permette pas d'avoir cette ambition-là au niveau de l'histoire. On passe un très bon moment, ça reste malheureusement oubliable malgré toutes les qualités de cette BD qui, moi, m'a fait passer un très très bon moment. Alors, tu es passé quand même de Charlie dans Silas, c'est-à-dire que d'un coup, tu étais en haut de l'Everest, et sur la phrase d'après, en fait, Zorglub,
Zorglub était au fond du trou quand même. C'est dommage. T'as peut-être. tout dit et rien dit dans ta chronique. Pourquoi tu l'as porté au nu pour ensuite la tuer? Je l'ai porté au nu parce que ça marche super bien, c'est très efficace, mais C'est de la merde. non, c'est de la BD. Ça va, la C'est du bon divertissement, très réussi, mais ça n'implique rien sur le personnage. Ouais. Ça n'amène rien sur C'est du l'avenir. pur one shot à chaque fois. Peut-être que les DZ va revenir dans les tomes d'après et que ça va amener quelque chose qui va créer du fond. Peut-être que c'est une base pour quelque chose qui serait intéressant, mais ce n'est qu'une base dans ce cas-là. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça n'empêche que j'ai passé un excellent moment. Donc c'est de la très bonne BD popcorn. C'est Mais- le blockbusters en fait. Mais est-ce que c'est pas le but en fait justement de Zorglub de faire du divertissement? C'est-à-dire que tu fais du one shot et tu te fais ton truc, c'est une histoire voilà sympa et basta, tu passes à la suite quoi. Je pense que le défaut, c'est que je l'ai comparé un petit peu à Champignac, qui arrive à mêler les deux. C'est-à-dire un fond, un propos qui est intéressant, tout en ayant ce côté action, alors même si c'est moins exagéré, que ça en fait pas des tonnes, et que, vu que j'ai lu le Champignac un petit peu avant, j'ai peut-être mis mes attentes sur ce Zorglub un petit peu trop hautes. C'est peut-être ce défaut-là, c'est toujours au moment où je l'ai lu, puis même en y réfléchissant après pour le chroniquer, je me suis dit, j'ai passé un très bon moment, j'en garde un très bon souvenir, mais de quoi ça parle déjà? C'était un peu le... Alors, on parlait de ces faiblesses scénaristiques sur les épées de verre intégrales. Sur ce Lady Z, excusez-moi messieurs, dames, mais le scénario est où? Ah, attends, on peut pas dire ça comme ça. Ah, si, on peut le dire comme ça. Non. C'est-à-dire que... Ah, monsieur. Non. On peut plus rien dire? Alors je le dis. Toi, t'es fait pour aller sur CNews. Vas-y, continue. Donc, non, voilà, c'est-à-dire que... voilà. Faire du one-shot, très bien. Là, pour le coup, il faudrait qu'on rie plus que ça, que ça ne procure plus que ça. Et autant le premier, je l'ai beaucoup aimé, autant celui-là... Merci, Rand, pour avoir résumé mon point Mais de en vue. fait, il est. C'est pas pudique, mais c'est correct. Mais en fait, il synthétise mais d'une Oh manière là là. absolument géniale. Je veux en dire, fait. je pense qu'il faudrait qu'à chaque émission, à chaque fin de chronique, on dise le compte-rendu de Randall. Puis alors, c'est succinct, hein. Ça va aller vite. Hein. Merci, c'est pas pudique, mais c'est correct. Ça résume totalement ma pensée. Donc, par contre, tu étais donc sur les scénarios. vas-y, Donc voilà, vas-y. donc bref, si vous faites que du pur one-shot, il faut que ce soit plus pop. Voilà, que ça fasse plus rire que ça et que ça Moi, ça me fait rire. Mais bon, ça puisse aller plus loin. Si tu veux faire du fond, effectivement, tu peux du coup entendre que ça soit moins foufou. Et là, ça fait ni l'un ni l'autre. Et c'est ça qui m'embête. Effectivement, j'ai passé un moment sympa. Et à la fin, c'est même pas... ça racontait quoi? C'est... Putain, ça racontait quoi? Et alors? Tu vois? Moi, ça me manque. Dans le tome précédent, j'avais espéré qu'on ait une espèce de fil rouge avec sa fille. Et je trouvais qu'il y avait moyen de faire grandir le personnage, de faire grandir qui les est là est très personnages. secondaire. Hein. Alors que dans celui-là, elle est parfaitement inexistante. Alors que tu as une femme qui débarque dans la vie de son père. Tu vois, il y avait quand même de la matière pour faire quelque chose. Et ce n'est pas fait. La volonté n'est pas de construire, la volonté est juste de produire. Et ça, je trouve ça très dommage. Ah, il y a quelque chose d'assez réussi avec le fait qu'un savant fou, avec l'ego démesuré, tombe amoureux Bon, de lui-même. Je vais me faire quand même, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je vous trouve quand même d'une sévérité très 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 poussée quand même pour un. C'est pas ce que tu disais hier soir. Ça fait longtemps que t'as pas vu au soir quand même. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça vous est un peu sévère parce que voilà, ça reste quand même un divertissement, un Zorglub, quoi. Tu lis pour avoir un bon petit moment. Moi je trouve que voilà, le contrat est fait, quoi. Je veux dire, le Zorglub, j'ai passé un bon moment à le lire. Certes, on pourrait se dire que Munira pourrait essayer de pousser un petit peu ses personnages, de monter un peu les curseurs pour aller là-dessus, pour faire, je suis d'accord avec toi, grandir la fille et avoir justement, il y aurait pu avoir une dualité justement entre la fille et le côté féminin de son père, mais ça on l'a pas eu. Mais Voilà, Randall résume. D'habitude, c'est moi l'intello du groupe, mais là, la volonté n'est pas de construire, mais de produire. Ça, cette fille. Voilà. Deux salles, deux ambiances. non, mais je pense que vous êtes un peu rêche quand même, les gars. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux faire du oui, mais sauf que du là, vous fun, êtes- vas-y, Oui, pousse mais ton curseur là aussi. Oui, mais sauf qu'en fait, j'ai l'impression que vous lui reprochez D'être ce qu'il est. D'être trop tiède. Ben oui, mais d'être ce qu'il est. C'est-à-dire que Non, je suis c'est d'accord. le but. Munira est tiède.
C'est Non. ça que tu es en train de dire. Non, on va s'arrêter là tout de suite pour le pauvre Murat. Bon. Oui, La je suis suite. d'accord, Chavon. Voilà, donc non, franchement, c'est une BD sympathique, ça fait très très bien le taf. Maintenant, si vous n'aimez pas l'univers de Zorglub, si vous n'aimez pas l'univers de Spirou, si vous découvrez le truc, bah, peut-être essayer autre chose pour des gens qui... Non mais c'est ça, c'est... Non, Pierrick, ça faut marche que très t'arrêtes. bien. Faut que t'arrêtes, tu l'as C'est tué. commercial chez Dupuis. Mais sérieusement, je veux dire, enfin, si t'as Ils ont changé qu'à de- nous envoyer des SP, merde, bordel. Non, t'inquiète, c'est autre chose. pour l'instant, ils n'envoient plus rien. Oui. À personne. Non, pas de coup de cœur sur Zorglub. C'est On passe étonnant. tout de suite à la suite qui va être encore grandeuse. Entre Randall et Hazer, vous êtes en grande forme, j'adore. The Boys, Cher Becky, chez Panini, pour 20 €. Scénarisé par Garth Ennis, dessiné par C'est Russ qui, ça Brown et colorisé par Tony Avenia. Bon, en gros, on va résumer en très rapide les Boys. Les Boys, c'est dans un monde pseudo-contemporain, enfin des années 2000 maintenant, hein, quand même, Ouais. parce que ça a un peu vieilli, où il y a des super-héros qui sont co-gérés par une grosse société. Et il y a un groupe de mecs mené par Butcher qui, lui, en veut totalement méchamment à tous les super-héros parce qu'il a eu plein de problèmes dans sa vie à cause d'eux. Et qui veut tous les faire tomber, tous les faire crever, tous les faire souffrir autant qu'il peut. Pendant très longtemps, et là je vais très vaguement spoiler, on suit la découverte de toute l'historique via petit Huggy, qui est le petit naïf qui débarque là-dedans, et qui lui a le gros défaut de tomber amoureux d'une super-héroïne qui vient de se faire embaucher dans l'équipe des super-héros, genre la Justice League de cet univers-là, et qui découvre que c'est tous des connards. Avant de le violer aussi, tiens, dans la foulée, hein, histoire de profiter et de se faire plaisir. Bref, Elle la saga... Elle était pas consentante? Non, pas vraiment. C'est Non. le principe du viol, en fait. Ah ouais. Elle était pas consentante. Bref, le fait est que à la fin, Butcher met son plan à tourner, sauf qu'il tourne, il va vraiment trop loin. Attention, moment spoil, mais ça va aller très vite. Hein. Voilà. Hop, c'est violent. Et bref, 12 ans après la scission des Boys, Huggy est installé avec Annie, donc sa petite amie, qui est une ancienne super-héroïne, qui a un peu rangé sa cape, en Écosse. Il est proche de ses amis, de sa famille. Sa vie est tranquille, jusqu'à ce qu'il trouve le journal de Becky. Becky, c'est la femme de Butcher. Et c'est le décès de cette femme-là qui a tout déclenché. Et Huggy fait le truc à pas faire. Il décide de lire ça en secret, sans en parler à sa copine. Au chiottes. Au chiottes, tranquille, en douce. Du coup, elle pense qu'il a des problèmes gastriques. Ouais, Au scénario, Garcenis reste sur son côté un peu provoque, en lâchant des caisses dans tous les sens, en étant vulgaire, violent, tout ce que tu peux, mais il est beaucoup moins dans l'action que dans les tomes précédents, beaucoup plus sur l'introspective, parce qu'on va découvrir comment Butcher est devenu qui il est. D'où il part et comment il en a arrivé à être le leader des Boys globalement, suite à la mort de sa femme. Parce que dans la BD, elle est morte. Mais on découvre surtout que la violence et la haine étaient en lui, que c'était sa base, et que sa femme ne faisait que atténuer ce côté-là et le remettre en place au clair. C'était la petite lumière qui en faisait un mec bien. Et que c'était un connard à la base, en gros. Hein. C'est un peu le résumé. Au niveau du dessin et de la narration, ça marche plutôt bien. Ross Brown n'est pas aussi efficace que Derek Robertson sur le dessin, même s'il avait déjà fini la série The Boys sur le dessin. Mais le récit est beaucoup moins super-héroïque que dans les tomes précédents. Et son trait, qui est très réaliste, qui a un ancrage très, très prégnant, très sombre, ça s'y prête très très bien au niveau au niveau de l'histoire. Ça marche bien, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. En conclusion, je dirais que c'est toujours plaisant de retrouver des personnages auxquels on s'est attaché, mais que la conclusion de la série se suffisait à elle-même. On ne peut s'empêcher de penser que cette mini-série ne fait que surfer sur le succès d'une série de télé qui est sur Prime Video et qui est très bien. C'est un bonus sympa, mais c'est quand même loin d'être essentiel. Voilà. C'est le genre de petit bonus quand tu te chopes l'intégrale qui fait plaisir, on va dire. Mais bon, je m'en serais largement passé à ce niveau-là. Jeunes gens, qu'en avez-vous pensé ? Moi, j'ai été grandement déçu de The Boys, cher Becky. J'ai pas retrouvé le côté grinçant et humoristique que tu avais dans les premiers, alors même s'il y a pas quelques scènes avec Huggy et ses potes irlandais qui sont sympas, que surtout au pub, quoi. Mais non, ça a moins marché.
Donc voilà, moins d'accroche, moins de plaisir. Et pour autant, tu vois, je dirais, tu retrouves même pas non plus même le ton de la série télé, tu vois. En fait, j'ai l'impression que ce The Boys là, il est un peu en dehors de tout. Il y a du lien, mais sans avoir le lien. Donc ouais, une grosse déception pour moi, ce cher Becky. Oui, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils avaient fini leur intrigue, ils étaient arrivés au bout. Ça raconte quelque chose en plus qui est sympa, mais dont on peut se passer. C'est un peu comme l'épisode 1 de Star Wars, tu vois. On a un peu des origines de trucs, mais il n'y a rien qui fait avancer Il l'intrigue. n'y a pas de midi-chlorien chez Becky. C'est ça. Non, ils n'ont pas rajouté ça. Non, c'est moins pire que l'épisode 1 de Star Wars. C'est ça, effectivement. Mais c'est du bonus sympathique. C'est si t'as aimé la série, tu prends un plaisir à retrouver ces personnages. Moi, franchement, ça m'a pas déplu. Mais Huggy est quelqu'un de très touchant, très attachant. Sa relation avec Annie est très très bien traitée. Et c'est même presque trop fin pour du Garcenis, j'ai envie de dire. Parce que c'est très très bien raconté. On a plus l'habitude qu'il soit dans les excès. Et là, il raconte une belle relation, je trouve. Avec ses faiblesses, avec ses failles, etc. Et il le fait bien. Il n'y a rien à dire. Mais c'est peut-être pas ce qu'on attend aussi de Garcenis. Alors, je vais aller peut-être à contresens, alors que j'ai pas lu intégralement le bouquin, j'ai pas eu le temps. Je trouve que ça va bien dans la... Ouais, je sais. Je trouve que ça va bien dans ce qui est dit dans la préface. C'est-à-dire que ce bouquin-là, il permet de prendre un petit peu plus de temps, de recul sur la psycho des personnages et leur devenir, leurs aspirations réelles, et puis les conséquences de leurs actes. C'est-à-dire que dans la saga The Boys, on est dans l'action pure et dure et dans l'urgence de ce qui se passe avec Vote America. Alors que là, on est plus tard. Les choses se sont un petit peu aplanies et ils sont en mode surveillance. On voit simplement les dommages collatéraux. On a le temps de fouiller un petit peu le passé d'un tel, ou l'aspiration et le futur d'un tel ou d'un tel. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout le même rythme. Ce sont les mêmes personnages, mais qui ne sont pas du tout dans la même situation. On est après la guerre du Vietnam, donc forcément, ça ne peut pas être la même chose que le film qui se passe pendant la guerre du Vietnam. Là, c'est un peu la même chose. On n'est plus dans l'urgence, on n'est plus dans l'action directe. Alors, bien sûr que, bon, il y a encore de la violence, hein, on ne va pas se mentir, ça reste quand même The Boys, ils se font bien plaisir, c'est bien sanguinolent, c'est bien gras, et ça fait sourire de temps en temps, mais c'est moins fun, c'est moins drôle, et cette énergie-là qu'il y a dans la première saga The Boys, elle manque dans celle-là. Celle-là, c'est un peu le bouquin de la maturité. Alors du coup, c'est moins fun, c'est moins rigolo et ça prend simplement le temps de nous raconter un petit peu les autres facettes des personnages. Mais clairement, c'est moins fun. Bon, eh bien, The Boys, Cher Becky de Garth Ennis, Ross Brown. Alors, il y a Derek Robertson sur la couverture parce qu'il est co-auteur. Ouais, Zertov dit un peu le bouquin de trop. Oui, c'est pas totalement faux. Moi, je dirais que c'est une postface. Une grosse postface. C'est ça, c'est une grosse postface. Le genre de truc qu'on lit pas toujours. Ouais, c'est le gros épilogue. Voilà ce qui se passe plus tard, quoi. Ce que je dis. C'est pas ce qui fait le sel de la série. Mais voilà. Ça reste sympathique, mais sans plus. Donc, The Boys pour 20€ chez Panini. Cher Becky. Attends, je me prépare. Le crowdfunding de Thio. Le jingle de qualité. Toujours de qualité, ouais, c'est toujours un plaisir. Parce qu'il a été fait 10 ans après les autres. Mais on sent qu'il y a plus de moyens quand même. Il y avait une vraie recherche, puis bon, voilà. Puis on a engagé un acteur pour la voix. Charlie Chaplin, non, c'est pas de lui dont on parlait tout à l'heure. J'ai beaucoup réfléchi sur ce. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui? Je vous parle d'abord de Limbo Hotel chez Spaceman Project. Alors, Limbo Hotel, c'est fait par Enrique Fernandez, que l'on connaît déjà parce que il faisait du carrelage. On vous a parlé de. Je vous avais parlé de Nima, il me semble, en crowdfunding. Ouais, mais il l'a pas encore faite. Et nous avions chroniqué Brigada, qui était déjà un des premiers projets d'Enrique Fernandez. Il faudrait qu'on parle du 3 que j'ai reçu. Qu'il a reçu il y a fort longtemps et qui a été d'ailleurs là aussi un crowdfunding. De quoi ça nous parle, Limbo Hotel? En fait, on va suivre les aventures de Kane et Cory. En fait, parce que j'arrive pas. Moi, je suis pas sur la même page. Ouais, de Kane et Cory, donc qui ont retapé en fait un vieux village. C'est que c'est plus grand sur ton écran que sur mon téléphone en fait. Sinon, tu aurais un grand téléphone. C'est ça. Donc ils ont retapé en fait un petit village et les gens venaient. Enfin, ils ont fait une sorte de gîte quoi, qui passait très bien. Mais le problème, c'est que malheureusement, Cory est décédé, donc Kane est désormais tout seul à essayer de faire vivre son rêve. Et il va tomber une sorte de routine pour essayer de retaper le truc jusqu'à ce qu'arrive donc.
Aiden, une sorte de corbeau avec un costume qui va un petit peu bouger les choses. Je suis allé dessus parce que déjà c'était Enrique Fernandez et que j'aime beaucoup son dessin. Et ça, tu pourras pas le changer. Mais je trouve que ça donne envie, ce petit côté un peu village reculé, un petit peu village côtier, avec des beaux paysages. J'ai l'impression que la narration sera plus posée dans un Brigada qui allait parfois un petit peu trop dans l'ouest, dans tous les sens. C'était un peu trop dynamique dans Brigada, il y avait trop d'énergie. Là, je pense qu'il s'est un peu calmé et je pense que ça va être vraiment très très bien. Alors, le seul souci qu'il y a, c'est qu'ils avaient prévu que 3 niveaux de participation au crowdfunding. On avait le bouquin pour 30 €. Et là, vous avez un beau bouquin, 22 par 29. Il y a 75 pages de bande dessinée, il y a 16 pages de storyboard et 16 pages d'artbook. Un dos toilé, dirait-on même. Oui, après, donc oui, je finis, merci. Ah, en fait, je veux regarder. Quand il y a plusieurs lignes, j'ai fait les 2 premières et après, je fais la 3e. Ah, pardon, mais moi, je lis pas les lignes, je regarde les images. Moi, je lis pas les textes, je regarde les images. C'est pour ça que je lis la BD. Donc du coup, vous avez une couverture cartonnée, avec peut-être pas 1,5 mm de carton, mais sans doute une bonne quantité quand même. 1,5 cm. Un dos toilé et un marque-page à l'intérieur, donc vraiment un beau bouquin. Et les autres, en fait, étaient des participations avec des commissions, soit en noir et blanc, soit en couleur, mais ça a déjà été tout vendu. Donc le bouquin va déjà exister, il apparaîtra normalement, vous le recevrez si vous le baquez aux alentours de 2023. Donc certes, c'est un peu loin, mais... c'est livré par Dupuis. Je trouve que je trouve que le bouquin, ça va être un beau bouquin de qualité. MDS, monsieur. Et puis Enrique Fernandez, c'est vraiment un auteur qu'on aime bien. Donc ça peut être un truc très sympa. Et ça rip un peu quand même. Ensuite, je vous parle de mon un petit peu, c'est un peu notre bébé, quoi. On a déjà parlé pour le tome 1. Et donc, on l'a même chroniqué derrière. On l'a chroniqué derrière parce que on avait bien aimé. Donc c'est Money Shot, le tome 2. Et 2 coups valent mieux qu'un. J'aime bien le chroniquer derrière. Parce que... Voilà. Donc, c'est le moment pour faire des jeux de mots. Donc on revient sur Money Shot, merci. Oui, on y retourne. Ensuite, donc, Christine et ses collègues, on rappelle qu'ils ont un petit souci, c'est que la recherche, ça coûte beaucoup d'argent et que désormais, ils n'ont plus une thune. Donc, ils ont trouvé un moyen d'essayer d'augmenter un petit peu leur budget en faisant des vidéos coquines. Et ces vidéos coquines, en fait, ils les tournent grâce à leur invention qui leur permet en fait d'aller dans des univers parallèles. Et là, en fait, ils font des vidéos coquines avec des extraterrestres. Alors, on a vu dans le premier tome que aller chez les extraterrestres, c'est cool, mais ça peut très mal finir. Faut avoir l'esprit ouvert. Voilà. Et donc là, tome 2, et ça me donne quand même très envie de le baquer. Donc le livre est à 28 €. Vous l'avez donc... Alors 28 €, c'est l'édition normale, mais c'est un gros bouquin, parce que vous avez quand même 128 pages. Excuse-moi. Voilà. Ça reste un petit peu au-dessus pour du comics. Ça reste un peu au-dessus, mais c'est du bon comics. Oui. Et puis, il y a quand même des trucs où il y a écrit sale baiser d'alien. Donc ça, moi, je pense que le racisme primaire là-dessus, c'est bien. Du spécisme. Là, on est sur du spécisme. Du spécisme, pardon. Donc, 28 €, vous avez le bouquin de base. 33 €, vous avez la couve alternative du crowdfunding de Ulu. Et pour 36 €, vous avez la Too Hot For You. Là, c'est la couverture shot, celle que vous ne pouvez pas mettre devant votre enfant sur le présentoir. Oui, c'est Juan Roserip qui l'a fait, qui est un peu un spécialiste de la bande dessinée porno en Espagne, et qui a aussi dessiné des séries avec Warren Ellis. Comment ça s'appelait ces trucs sur les dieux, ou je sais pas quoi. Il a fait trois one-shots très sympas à Warren Ellis, dessinés par Juan Roserip, qui était très cool, mais j'ai oublié le nom tellement c'était bien. Ah, il y en avait un qui, oui, on les avait lus. Black God, ou je sais plus quoi, un truc dans le genre. C'était bien. C'était bien. Enfin voilà, donc 3 crowdfunding, dont un dont on a déjà parlé, mais là c'est le tome 2, donc allez-y. En plus, les 3 sont déjà backés. Et alors le Money Shot, lui, il se termine, je crois, fin janvier. Le 23 janvier, je crois, il se termine le crowdfunding. Et il a déjà été réalisé, donc vous avez même des pages déjà en plus qui sont apparues. Je crois qu'il y a même des cartes aussi à collectionner, donc plein de trucs, plein de goodies sympas avec Money Shot. Voilà. Eh bien, merci pour tout, mon cher Thio. De rien, avec un générique pareil, je suis obligé de faire des trucs bien. C'est maintenant que nous pouvons fermer cette émission. Parce que clore. Oui, clore, voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que j'étais d'un coup à me dire, non, je vais dire clôturer, il ne faut pas dire clôturer, donc nous allons clore cette émission, qui était, ma foi, fort sympathique. Nous avons même quelques idées de titres qu'il va falloir qu'on note d'ici là. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes en live avec nous, on revient d'ici 5 minutes, le temps de recharger nos verres. On fait le plein.
Et relancer le live, histoire que Twitch nous coupe bien ça en 2 parties différentes avec des titres différents. Sinon, bien, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur lavoidesbulles.fr. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne chose de nous rejoindre sur notre Discord. Vous y êtes les bienvenus. Nous avons parfois de petits trésors que des auditeurs nous proposent. Et nous en parlerons d'ailleurs très prochainement de l'un d'entre eux. Alors plutôt sur Discord, hein, parce que j'avoue que je pense que si quelqu'un laisse un commentaire sur La Voix des Bulles, Moi, je l'ai dit. vu que Dr Tisac ne traite plus rien, c'est Oui. C'est fini, ça. fini ça. Ça, C'était c'est le bon temps. fini. Fou, là, c'est fini depuis 2 anciennes vies. C'est loin. C'est fini parce qu'en fait, du coup, tu discutais seulement avec Chavonne à chaque fois, donc c'était un peu relou. Bah, c'était relou pour vous. C'est vrai, voilà. Eh bien, merci à vous Peut-être de pour nous elle aussi, avoir je crois. écoutés. On vous souhaite de tous de bonnes fêtes si vous nous écoutez juste au moment de la publication de cet épisode. Je crois que le prochain, ça arrive l'an prochain en vrai pour ceux qui nous écoutent en live. Mais comme j'ai rien noté sur mes conducteurs pour savoir quand c'est. Bref, c'était un plaisir. On revient dans quelques minutes pour ceux qui sont sur le live. À très bientôt et Restez merci là, on se de met tout nous nu. écouter. Ciao, ciao. Ah bon? Oui, bye bye. Ciao, ciao. Dites au revoir les gens. Au revoir les gens. Au revoir, les gens. Au revoir, les gens. Au revoir les gens. Au revoir, les gens. Coucou, les gens. Au revoir, les gens. Ciao, 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 ciao les gens. Au revoir, les gens. Salut, les gens. Au revoir, les gens. C'est bien si vous n'avez pas dit la générique de fin quand même. Faudrait que je te fasse plus court, c'est le générique de fin quand même. Ah, c'est quand même 3 minutes quoi, c'est long. Ouais, 2 minutes, 2 minutes. C'est pas la théorie de Captain ici. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils les font eux-mêmes. Ouais, on est d'accord. Il est long, le générique. Et on peut commenter dessus pour dire des conneries. Qui est-ce qui est revenu du domaine des masques? Alors, je pourrais faire le premier ou le deuxième? Je sais pas, j'ai pas vu. Ok, à l'oasis là. Non, toi tu prends tu mets ton verre presque tout ton... Spanish Samba, c'est le nom de la musique du générique. C'est de ours envoyeux. Non, ours quelque chose. Ouais, Ours Vince. Ours Vince, ouais. Comment tu t'es Il dit? m'empêche de monétiser d'ailleurs parce que. Mais bon, comme j'avais pas l'option de le faire, ça tombe très bien. C'est très bien, mais bien, on a pas prévu de...